Nous, merci aux auditeurs qui ont adressé leur message à Jean-François Esser pendant l'émission sur le site radioclassique.fr. Merci à notre réalisatrice Laetitia Montanari. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet et ce soir à minuit, ainsi que sur votre tablette en téléchargeant gratuitement l'application Radio Classique. Je vous retrouve demain à 18h en compagnie d'Antoine Debec. Tout de suite, vous retrouvez Patrick Poivre d'Arvor. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique. Il est 19h sur Radio Classique. « 19h-20h avec Patrick Poivre d'Arvor sur Radio Classique. » Bonsoir à tous. Après le journal et économie soir, vers 19h15, ce sera le grand débat avec Jean-Sébastien Ferjou et Gilles Leclerc. À partir de 19h30, dans la page culture, Jean-Louis Fournier pour son nouveau livre « Mon autopsie », Nicolas Destienne-Dorve, auteur de La gloire des maudits, Élodie Fondacci qui nous présentera le livre de François-Henri Désérable, un certain monsieur Picchielni, et Francis Drezel pour l'actualité, la musique classique. Ce soir, la sortie d'un volumineux coffret consacré au pianiste Rudolf Serkin. Tout de suite, c'est le journal avec Béatrice Mouedine. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Nous irons à Saint-Martin dans les Antilles françaises. L'alerte est maximale à l'approche de l'ouragan Irma, sans doute le plus puissant jamais enregistré dans la région. Vous entendrez la réaction de l'ancienne ministre du Logement, Marie-Noëlle Lienemann, à cet appel lancé par le président aux propriétaires bailleurs, baisser les loyers de 5 €. Il plaide pour la responsabilité collective. Et puis l'enquête sur la disparition de Maëlys, le domicile du suspect a été perquisitionné pendant 8 heures aujourd'hui. Radio Classique. Commençons tout de suite par l'ouragan Irma qui est désormais classé en catégorie 5 sur une échelle de 5, donc catégorie maximum. Oui, les vents pourraient atteindre 280 km/h. En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les habitants sont évidemment appelés à rester chez eux. À Saint-Martin, on se souvient encore du passage de Louis en 1995 de catégorie 4, le plus violent enregistré à ce jour. Je vous propose d'écouter Anne, directrice d'un hôtel sur la côte est de Saint-Martin, la zone la plus exposée. Vous pouvez comprendre un peu l'inquiétude de toute la population ici. Depuis 3 ou 4 jours, les supermarchés sont remplis. Tout le monde achète de l'eau, à manger, des piles, des planches en bois, des vis pour pouvoir se barricader et pouvoir se mettre à l'abri. Tout le monde grouille de partout et tout le monde s'affaire pour pouvoir protéger son habitation, héberger d'autres personnes si besoin, parce que certaines personnes ne sont pas en sécurité chez eux, donc la solidarité s'organise, ça s'accélère et là, le cyclone se rapprochant, il faut que les gens y rentrent chez eux. Bientôt, on sera en confinement d'ici quelques heures, donc là, personne n'aura plus le droit de sortir. Tout est préparé, l'hôtel est équipé avec des volets anticycloniques, on est prêt. Pour l'instant, il ne se passe rien, non ? C'est le calme avant la tempête, comme on dit. Voilà le témoignage recueilli par Éric Cuoche. Et puis si on parle d'ouragan et non pas de cyclone, c'est que le terme dépend de l'endroit où se produit le phénomène. Cyclone est réservé à l'océan Indien et au Pacifique Sud, ouragan en Atlantique Nord et dans le Pacifique Nord-Est, et on parle de typhon dans le Pacifique Nord-Ouest. C'est bien de noter cela, en effet. Vous le disiez également, le lieu de résidence du suspect a été perquisitionné dans l'enquête sur la disparition de Maëlys. Oui, la maison de ses parents à Domessin, en Savoie. Cet ancien militaire de 34 ans est mis en examen pour enlèvement. Il affirme être innocent. Et puis le député Majid El Garab a démissionné du parti La République En Marche. Oui, après son altercation avec un cadre du Parti socialiste, il est mis en examen dans ce dossier pour violence volontaire avec arme. Il a frappé Boris Faure avec un casque. Plusieurs voix s'élèvent dans son camp pour qu'il démissionne aussi de son mandat de député. Radio Classique. Vous le disiez en titre, Emmanuel Macron en appelle à la solidarité des propriétaires. Oui, le chef de l'État leur a demandé de baisser tous les loyers de 5 € pour compenser la baisse des aides au logement décidée par le gouvernement. Une demande vouée à l'échec, selon l'ancienne ministre du Logement, la sénatrice socialiste Marie-Noëlle Lienemann. Je trouve ça amateur au dernier degré. Ils se sont emmêlés les pieds dans le tapis. Cette baisse des APL est un vrai scandale. Elle touche 5 millions de personnes très pauvres, plus 800 000 étudiants. Franchement, faire des économies dans cette période, et c'est pas la baisser des APL qui vont baisser les loyers. Et maintenant, c'est aux propriétaires, aveu de bon cœur, messieurs, dames. Non. Ce qui permet de faire baisser les loyers, c'est de réguler les prix et les prix de l'immobilier. On voit bien qu'il y a possibilité de trouver de l'argent ailleurs. Voilà.
Et comme il ne veut pas réguler, mais comme il ne veut pas taxer, il fait appel à la charité des locataires. Ça ne marchera pas. L'ancienne ministre du Logement, Marine-Noëlle Lienemann, elle a été jointe par Augustin Lefebvre. Céline Cajoulis nous en parlait hier dans Économie Soir. Édouard Philippe l'a confirmé aujourd'hui, à savoir la suppression du RSI. Oui, le controversé régime social des indépendants, une disparition progressive en 2 ans à partir du 1er janvier. Le Premier ministre a également annoncé une année blanche pour les indépendants qui créent une entreprise, l'exonération des cotisations sociales pour la première année. Nouvelle opération coup de poing des salariés de GMS. C'était aujourd'hui devant le site PSA à Poissy. Le tribunal de commerce de Poitiers se prononcera jeudi sur l'offre de reprise partielle de l'équipementier automobile creusois. Seuls 120 emplois seraient sauvés sur les 277 que compte le site de la Souterraine. Les nouvelles commandes promises par PSA et Renault sont insuffisantes selon les salariés. Reportage d'Émilie Vallès pour Radio Classique. Impossible d'accéder au site PSA de Poissy pour la 50aine de salariés de GMS partis très tôt ce matin de la Souterraine. Des plots en béton et des dizaines de CRS les attendaient. Yann Augras, délégué CGT de l'équipementier automobile. Vous voyez bien qu'on a eu le comité d'accueil. C'est pas Dorothée les musclés qui nous ont accueillis là. C'est la 3e fois qu'on vient à Poissy. On trouve que le coin est plutôt sympa. Donc on est revenu, le rond-point est sympathique puisqu'on va coucher là ce soir. On est prêt à se mettre autour de la table et continuer à dialoguer. Sur les 120 salariés repris, parce que ça suffit pas. Mais vous savez, les constructeurs savent déjà ce qu'on veut. Les manifestants décident alors de bloquer les camions qui sortent de l'usine en s'allongeant sur la route. Allez, on s'avance, Titou. Wow, les gars. Mais 1 heure plus tard, ils sont délogés énergiquement par les forces de l'ordre. L'ambiance se tend, les esprits s'échauffent. Stéphane et Laurent sont techniciens outilleurs chez GMS. Ils m'ont traîné par terre, ils m'ont porté comme un malpropre. On a bloqué un camion et alors, nous on va être licenciés. Elle est où la violence là ? Après 21 ans de boutique, des collègues 30 ans, 40 ans, depuis 76 on travaille pour Peugeot. Même les chiens on les traite pas comme ça. On vient là pour discuter, on est viré par les CRS et tout. Nous on défend notre emploi. Alors si Macron le dit si bien, l'emploi. Mais qui descendent, qui viennent nous voir là. Et après on verra. Nous n'avons plus rien à perdre, répètent ces salariés creusois mobilisés depuis déjà 10 mois. Émilie Vallès, et puis après le site de PSA, les salariés de GMS ont pris la direction de Flins dans les Yvelines pour bloquer le site de Renault. Donald Trump veut donner la priorité aux travailleurs américains. Il met fin à une mesure favorable aux sans-papiers arrivés enfants dans le pays. Et oui, les fameux Dreamers, les rêveurs, une protection mise en place en 2012 par Barack Obama qui permettait à ces migrants en situation irrégulière de ne pas être expulsés, de pouvoir travailler. Donald Trump a donc décidé de l'abolir et il appartiendra désormais au Congrès de se prononcer sur le sujet, Marc Tédé. Oui, ils sont environ 800 000 à vivre et travailler ou étudier aux États-Unis avec un casier judiciaire vierge. Ils disposaient jusqu'à présent d'un permis de séjour et de travail de 2 ans renouvelable. C'est le ministre de la Justice, Jeff Sessions, qui a annoncé la fin de ce dispositif tout à l'heure. En fait, si le président américain respecte ainsi l'une de ses promesses de campagne, Donald Trump a tout de même paru hésiter, comme lorsqu'il évoquait il y a quelques mois une question des plus difficiles à trancher, ou encore en affirmant vendredi dernier « Nous adorons les Dreamers ». Il faut dire que si la branche la plus conservatrice des Républicains souhaitait cette abrogation, de nombreuses personnalités du même camp préféraient au contraire son maintien, comme le président de la Chambre des représentants Paul Ryan, sans oublier les milieux d'affaires et la Silicon Valley qui se sont mobilisés pour cela. Il appartient désormais au Congrès de se saisir du sujet. Les parlementaires disposent d'un délai de 6 mois pour le faire. Marc Tédé. Une bataille décisive contre Daesh en Syrie. L'armée de Bachar al-Assad a brisé le siège imposé à l'enclave gouvernementale de Deir ez-Zor, chef-lieu de la dernière province de Syrie, encore aux mains des djihadistes. Une province riche en pétrole. Et puis, l'armée française va se doter de drones armés comme les États-Unis, Israël, la Grande-Bretagne et l'Italie. Aujourd'hui, les drones de l'armée française servent au renseignement et à la surveillance. Merci Béatrice Modine. Et les 19h08, on vous retrouve à 19h30 pour le flash et la météo. Regarde le look de cette Mini. Oh, c'est la nouvelle édition Black Friars. Superbe les gens. T'as vu le toit ouvrant panoramique? Et les phares à LED. Mais c'est Paul au volant. Je suis fan. De Paul? Mais non, de sa Mini. Salut les gars, vous en faites une tête. Décale-toi, on voit plus ta voiture. Mini Hatch, édition Black Friars, 3 ou 5 portes, avec toit ouvrant, projecteur full LED, radar de recul, GPS, Bluetooth, à partir de 295 € par mois, 36 mois sans apport, entretien inclus. Méné. Exemple pour une Mini One Black Friars en LLD, valable jusqu'au 30 septembre 2017. Conditions sur mini.fr. L'instant Darty. Eh oui, mais si je veux être un blogueur influent, il faut que je sois équipé. Bien sûr.
Jusqu'au 1er octobre chez Darty, le PC Acer ES1 523 625G est à 349 € au lieu de 429 €, soit 80 € d'économie. C'est au Havre et nulle part ailleurs que vous passerez votre été. À l'occasion du 500e anniversaire de la ville, plasticiens, designers, graphistes, metteurs en scène, romanciers, graffeurs viendront sur les traces de Niemeyer et de Monet réinterpréter cette cité étonnante. Du 27 mai au 8 octobre, avec plus de 60 artistes invités, l'art envahit la ville et le Havre n'a pas fini de vous surprendre. Œuvres monumentales dans la ville, expositions, concerts, un été au Havre, c'est la grande redécouverte. Informations sur unétéauhavre2017.fr. Du 11 au 17 septembre, la Biennale Paris vous donne rendez-vous sous la nef du Grand Palais. Antiquaires, beaux-arts, haute joaillerie, la Biennale Paris réunit 94 exposants et toute la beauté du monde. Découvrez cette année l'exposition Barbier-Muller, retraçant pour la première fois l'histoire familiale de 4 générations de collectionneurs passionnés. Le plus grand musée éphémère du monde est à visiter à la Biennale Paris, au Grand Palais, du 11 au 17 septembre. Plus de renseignements sur biennale-paris.com avec Radio Classique. Radio Classique, Économie Soir, avec Céline Cajoulis. Bonsoir Céline. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Alors, le gouvernement fait un geste en direction, on l'a dit, des travailleurs indépendants. Oui, comme Béatrice vous le disait dans le journal, le très contesté RSI va disparaître le 1er janvier prochain. Édouard Philippe a également annoncé une baisse des cotisations sociales qui permettra de compenser la hausse de la CSG, puis une seconde baisse qui redonnera du pouvoir d'achat des travailleurs indépendants qui seront aussi adossés au régime général de la sécurité sociale à l'issue d'une transition de 2 ans. Enfin, ils n'auront plus qu'une seule déclaration à faire contre 2 actuellement, une pour le RSI et une pour le fisc. Emmanuel Macron qui par ailleurs demande aux propriétaires de baisser les loyers de 5 €. Oui, après la polémique de cet été sur la baisse des APL, le président de la République demande aux loueurs d'appartements de faire un geste parlant de responsabilité collective, ce que ne comprend pas Jean Perrin, le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Pour lui, Emmanuel Macron se fait de fausses idées sur les revenus des propriétaires. Il a un problème avec l'immobilier. Il croit que les loyers augmentent de 10% tous les ans et puis que les revenus des propriétaires augmentent, alors que c'est le contraire. Les loyers sont orientés à la baisse et les charges à la hausse, ce qui veut dire que les revenus pour les propriétaires sont à la baisse et qu'ils s'adressent déjà au secteur où les revenus sont en hausse. Et puis la solidarité nationale qui s'exprime à travers l'aide au logement, c'est la nation qui aide, c'est pas les propriétaires. Jean Perrin, donc interviewé par Éric Mauban. Et puis on va vers la création d'un nouveau géant franco-italien dans l'industrie navale militaire. Ah oui, alors que l'État français, en annonçant la nationalisation des chantiers STX de Saint-Nazaire, a provoqué la colère du gouvernement italien, ce matin, Florence Parly, la ministre des Armées, a expliqué que les 2 pays travaillaient sur une alliance qui permettrait de fabriquer, entre autres, des bateaux militaires et que l'ambition était de créer, à terme, un nouveau leader mondial. Du côté du ciel, la nuit prochaine, Ariane lancera 2 nouveaux satellites. Ce sera le 9e lancement depuis le début de l'année et demain, 7h15, c'est d'ailleurs le PDG d'Ariane Espace, Stéphane Israël, qui sera l'invité de l'économie avec Dimitri Pavlenko. Alors un peu plus léger quand même, à la rubrique, je sais pas quoi, Voyeur, le magazine Closer, voilà, a été condamné à payer 100 000 € au prince William, à son épouse, pour avoir diffusé des photos de Kate Middleton seins nus, disons. Oui, ils toucheront chacun 50 000 €. C'est l'amende maximale prévue par la justice française. Dans une lettre lue au tribunal, le prince William avait parlé d'un choc au moment de la publication des photos et dénoncé des faits particulièrement douloureux, car lui rappelant le harcèlement à l'origine du décès de sa mère. Et puis comme d'habitude, pour finir, les marchés financiers. Oui, ce soir, Paris a terminé comme hier, en très légère baisse, moins 0,34% à 5086,56. Même tendance à Londres, qui clôture en recul de 0,52%. En revanche, Francfort termine dans le vert avec une petite hausse de 0,18%. Et à New York, les marchés sont aussi orientés à la baisse. Le Dow Jones cède actuellement 1,02% et le Nasdaq 1,19%. Merci Céline Cajoulis. Il est 19h13 sur Radio Classique. Dans un instant, le grand débat avec Jean-Sébastien Ferjou et Gilles Leclerc. Adjugé. Une pendule à l'éléphant d'époque Louis XV, vendue 62 000 € chez Christie's Paris, soit plus de 4 fois son estimation. Une statue en bronze représentant la Laocoon récemment redécouverte, vendue 500 000 €, soit plus de 5 fois son estimation. Christie's, première maison de vente aux enchères, promeut vos meubles, sculptures et objets d'art auprès des collectionneurs du monde entier. Christie's prépare ses ventes de novembre. Pour connaître la valeur de vos meubles, sculptures et objets d'art, contactez Christie's au 01 40 76 85 85. Le Festival de Besançon fête son 70e anniversaire.
Plus de 50 concerts avec le Royal Philharmonic Orchestra sous la baguette de Charles Dutoit, mais aussi 3 récitals en hommage à Dino Lipatti, les solistes Karine Dehaye, Nicolas Angelich, Alexandre Tarot, et le 55e concours de jeunes chefs d'orchestre présidé par Leonard Slatkin. Le Festival de Besançon, c'est du 9 au 23 septembre. Toutes les infos sur festival-besançon.com. Ce mois-ci, Profil Plus a sélectionné pour vous le bon pneu au bon prix. La marque BF Goodrich à partir de 39 €. Oui, 39 €. Retrouvez toute la gamme BF Goodrich sur profilplus.fr. Profil Plus, c'est aussi l'entretien de votre auto. Profil Plus, demandez plus à vos pneus. Conditions sur profilplus.fr. Radio Classique, le grand débat du soir avec Patrick Poivre d'Arvor. Ce grand débat verra s'opposer Gilles Leclerc, bonsoir. Bonsoir. À Jean-Sébastien Ferjou, fondateur du site Atlantico. Bonsoir. Alors, on va commencer, Jean-Sébastien, par cet appel d'Emmanuel Macron à tous les propriétaires à baisser les loyers de 5 € par mois pour compenser la baisse des APL, donc décidé pour la fin de l'année. On a vu que c'était assez moyennement reçu pour l'instant, cet appel. Oui, mais il y a un côté un peu ridicule, effectivement, à considérer que la parole du président de la République pourrait faire en sorte que chacun se range derrière lui, mais au-delà du simple appel. Il y en aura peut-être quelques-uns. Comment ? Il y aura oui, non, mais tout à fait. Mais moi, c'est pas tellement cette phrase-là qui m'a, ou le fait qu'il l'ait prononcée, c'est qu'il ait éprouvé le besoin d'ajouter à côté que il n'y avait pas de responsabilité collective et qu'il était surpris qu'il n'y ait pas eu d'appel dans ce sens-là. Mais pour le coup, lui qui par ailleurs essaye de nous dire qu'il est assez libéral, c'est pas très libéral comme approche parce que il y a des moyens de gérer le marché du logement. Passer par la politique et par une espèce de contrainte gentille sur les propriétaires ne me paraît pas le meilleur. On peut agir sur la réglementation foncière, on peut agir sur la densité des constructions. Il y a des tas de manières de gérer justement le marché du logement et de faire en sorte que les prix soient contrôlés, enfin contrôlés pas au sens d'exercer un contrôle, mais maîtrisés et que les loyers le soient aussi. Là, c'est un peu un côté coup d'épée dans l'eau. Gilles Leclerc, d'abord, il y a cet argumentaire à La République En Marche. C'est pas nous, c'est les autres, c'est-à-dire ceux d'avant qui avaient décidé ça et on est obligé de faire. Oui, mais en même temps, il y a un peu de contradiction parce que dans l'interview du Point, il avait assumé cette baisse. Alors là, il revient, ce qui est un peu bizarre. Est-ce que c'est du niveau du président de la République jupitérien? Pas tout à fait. Et donc, il y a un côté un peu naïf, un peu symbolique. En plus, quand on regarde le fond des dossiers, d'abord, on voit que il va y avoir une loi sur le logement qui va être présentée le 13 septembre prochain. Oui. Donc, est-ce que ça préfigure quelque chose? En plus, sur les loyers en France, qui est annoncé. Et j'ai regardé les loyers en France en 2016, les gens ne savent peut-être pas, mais mis à part la région parisienne, ça a déjà baissé. Donc de toute façon, et sur le logement locatif, il y en a à peu près un sur deux dépend en fait du public, puisque c'est la plupart du temps des logements sociaux. Donc ça veut dire que en gros, on prend 5 € d'un côté, puis on va remettre 5 de l'autre. Tout ça est un peu bizarre. Bon, on a vu que les professionnels... Il aurait pu en parler aux offices nationaux HLM. Oui, c'est plus simple. Il veut vraiment que ce soit suivi des faits, qu'il y ait un effet. Bon, après, il y a un côté un peu symbolique, un peu curieux quand même de la part du président qui bon, c'est peut-être d'un niveau d'un ministre. D'un président, c'est pas sûr. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire El Gharaab, c'est-à-dire ce député de La République En Marche qui est accusé d'avoir agressé le responsable socialiste Boris Faure? Il a annoncé qu'il quittait son parti, mais il n'a pas annoncé qu'il quittait son mandat de député. Jean-Sébastien Ferjou. Je crois qu'il faut attendre les résultats de l'enquête. Il y a plusieurs versions qui s'opposent. Les deux considèrent avoir été agressés. Quoi qu'il en soit, évidemment, ça ne justifie certainement pas l'usage de la violence. Et effectivement, il est assez perturbant qu'un parlementaire, quelles que soient les raisons, et quand bien même il aurait été insulté, se livre à ces actes violents. Donc, oui, voilà, peut-être que sa responsabilité personnelle voudrait qu'il se retire parce qu'on peut difficilement prétendre que ce soit un modèle et qu'il soit dans le rôle d'exemplarité, de renouvellement qu'entend incarner La République En Marche par ailleurs. Maintenant, je pense, ne nous focalisons pas non plus à l'infini sur ces histoires-là. Ça reste heureusement un épiphénomène et il vaudrait mieux parler d'ailleurs en matière de violence des maires, bien souvent dans des quartiers difficiles, qui sont victimes de plus en plus d'agressions, mais d'ailleurs des maires ou d'un certain nombre de représentants
de l'État. C'est vrai que cette affaire-là, elle est saisissante parce que voilà, il y a un côté presque absurde à cette agression. C'est vrai que c'est un cas, c'est mais pas le fond de la société. Gilles Leclerc. Mais en même temps, ça traduit aussi un peu, quand même, d'un certain point de vue, d'une violence quand même de la politique en général. Alors, il faut pas comparer les choses, mais il faut quand même pas oublier que MJ El Garab, que les politiques et les journalistes politiques connaissent bien depuis longtemps. Hein. C'est pas un inconnu. Il était socialiste avant. Il a travaillé avec Jean-Pierre Bey. Il a travaillé au groupe socialiste au Sénat, etc. Et on voit que deux socialistes ensemble, ça laisse des traces. Celui qui part, qui va rejoindre En Marche, etc. En plus, en l'occurrence, cette personne avait pas que des amis ou PS, mais ça traduit quand même. Alors évidemment, je suis tout à fait d'accord, c'est un cas heureusement sans doute isolé. Bon, après, s'il démissionne, il perd son job. Or, il y a une enquête, on verra ce que dira l'enquête. On peut pas faire ce voilà. qu'on fait quand voilà. Est-ce qu'au bout du bout, il démissionnera? C'est pas exclu, hein, quand même. Alors, on va oublier les faits divers. On passe au Parti socialiste. C'est presque un fait divers, là, à voir la une du Canard enchaîné de demain, là, sur la cabine téléphonique. On se rend compte qu'il y a plus grand monde. Et ce PS n'arrive toujours pas à se reconstruire. La direction est même très divisée sur la participation ou non à la fameuse manifestation donc du 12 septembre prochain. D'ailleurs, le communiqué de presse de la sortie du bureau politique ou de la réunion d'hier du Parti socialiste était de ce point de vue-là un monument d'équilibrisme. Mais tout simplement, il faut que le Parti socialiste décide de ce qu'il est. Et en l'état, il ne l'a pas décidé, mais parce que l'élection des... Il n'y a plus de chef, déjà. Comment ? Il n'y a plus de chef. Il n'y a plus de chef, et manifestement, il y a des sensibilités assez différentes entre peut-être un Boris Vallaud qui était lui-même secrétaire général adjoint à l'Élysée, dont on peut imaginer qu'il partageait la philosophie de la loi El Khomri, qui va être beaucoup plus éloigné de gens qui étaient des anciens frondeurs. Adjoint de... Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de projet. Mais voilà, il n'y a pas de ligne. Donc ils sont contraints d'être dans des espèces de contorsions sémantiques qui, malheureusement, je pense, ne vont pas intéresser beaucoup leurs militants et ne risquent pas de générer beaucoup d'adhésion. Et ça risque de durer assez longtemps. Oui, parce que le congrès n'est qu'en février prochain. Oui, mais c'est pas forcément un congrès qui va tout régler aussi. Hein. C'est ça. Non, parce que le dernier n'avait rien réglé. Si le PS se reconstruit, ce qui n'est pas d'ailleurs écrit, il faudra beaucoup de temps, probablement. Et on peut trouver d'ailleurs un peu la même chose côté des Républicains si on en parle. Et du coup, finalement, l'impression, et c'est ce qu'on évoquait hier avec Aurore Berger et évidemment Raquel Garrido, c'est que la vraie opposition est incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui se rapproche un petit peu de Philippe Martinez, de la CGT. Elle est incarnée médiatiquement, après le poids réel de quel que soit son talent, qui est réel de Jean-Luc Mélenchon. À l'Assemblée, c'est quand même peu de députés, mais avec un PS divisé, des Républicains divisés, je veux dire que Emmanuel Macron, il avance, son gouvernement avance, on peut dire des choses sur les projets, sur voilà, mais en même temps, en effet, Jean-Luc Mélenchon semble incarner aux yeux de l'opinion pour l'instant. On verra combien de personnes défilent dans la rue quand même, à ce moment-là. Bon, et effectivement, Martinez, qui n'aime pas beaucoup Jean-Luc Mélenchon, ils vont se voir quand même. Bon, donc on sent bien que voilà, il se passe un peu des choses, mais bon, la mobilisation ne sera pas, de mon point de vue, très forte. Oui, il incarne l'opposition dans ce qu'est... C'est comme s'il y avait deux démocraties qui vivaient en parallèle. Il y a une démocratie médiatique et sondagière, celle qu'on commente au jour le jour, et puis après, il y a une démocratie plus institutionnelle, celle des élections effectives. Et je suis parfaitement d'accord avec ce que disait Gilles Leclerc. Quand on regarde dans les élections effectives, le poids électoral de la France insoumise, il reste relativement limité. Donc après, je vois bien les sondages, et il me semble que le baromètre IFOP de popularité aujourd'hui montre encore que Jean-Luc Mélenchon est perçu comme le meilleur opposant à Emmanuel Macron. Mais en plus, peut-être d'une certaine manière, ce qui peut fragiliser la posture de Jean-Luc Mélenchon, si on raisonne en termes d'action politique à proprement parler, c'est qu'il est dans un pari sur un travail de sape. Ce qui intéresse Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas forcément de faire échouer tel ou tel projet de loi, c'est de faire exploser le système en tant que tel. Il a encore publié un billet sur son blog il y a 2-3 jours, me semble-t-il, où il revenait sur les médias et sur les critiques, notamment concernant Raquel Garrido, dont vous parliez. Et il disait, mais il faut un travail de sape, il faut faire exploser la légitimité des médias parce que il faut en quelque sorte changer le moule idéologique qu'il y a dans les têtes. Alors c'est un pari très ambitieux et probablement que pour aller vers le monde de Jean-Luc Mélenchon, il faudrait en passer par là. Mais justement, c'est un pari tellement ambitieux que dans l'intervalle, sur ce qui est de l'opposition réelle, de l'opposition constructive, pas au sens de soutenir le gouvernement, mais je veux dire au sens de
obtenir des résultats concrets, c'est beaucoup moins efficace. La question qu'on peut se poser quand même, c'est que pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron, au fond, avoir comme, admettons, premier opposant Jean-Luc Mélenchon, on peut imaginer que tactiquement, c'est pas forcément mauvais pour lui. Oui. En même temps, démocratiquement, ça peut être un peu compliqué parce que aujourd'hui, ça sera peut-être moins le cas demain, mais Jean-Luc Mélenchon ne présente pas une alternance éventuelle avec un parti de gouvernement qui pourrait jouer l'alternance dans 5 ans. On n'en est absolument pas là. Donc on ne sent pas d'ailleurs désireux de prendre le pouvoir. C'est une opposition de contestation. Pour l'instant, mais on est à 3-4 mois, c'est normal. Bon. Et il y a un argument qui peut malgré tout être dommageable pour Emmanuel Macron, c'est toute la rhétorique sur le président des riches, qui a été beaucoup agitée par la France Insoumise, pas que, mais notamment par la France Insoumise. Je suis parfaitement d'accord avec ce que disait Gilles Leclerc, on n'a pas l'impression que la France Insoumise soit en l'état capable de représenter un parti de gouvernement. En revanche, ils peuvent vraiment fragiliser Emmanuel Macron et le système politique français dans son ensemble, parce que c'est pas comme s'il y avait beaucoup d'autres partis qui, à l'heure actuelle, donnaient l'impression d'être réellement capables de pouvoir gouverner. C'est ce qui gêne aussi, par exemple, la CGT, parce que au fond, Mélenchon, c'est bon. En plus, il y a la complication avec le Parti communiste quand même. Donc c'est pour ça qu'ils vont se voir, mais tout ça est un peu compliqué et on aura du mal à imaginer ce que peut être le futur paysage politique dans les 6 mois à venir. C'est encore un peu tôt. Cela dit, en attendant bien sûr ce qui va se passer la semaine prochaine, donc le 12 septembre, on peut quand même considérer que les ordonnances, ça passe plutôt bien dans l'opinion globalement. Il n'y a pas de rejet massif des syndicats, ni même d'ailleurs ordonnance par ordonnance de rejet de l'opinion. Ce qui n'a pas été le cas de la loi. C'est une réalité mitigée en quelque sorte, parce que bien sûr Emmanuel Macron s'est fait élire là-dessus, donc les Français ont quand même élu Emmanuel Macron. Ils vont pas dire on n'était pas au courant, ce qui change tout par rapport précisément à la loi El Khomri. Parce que les choses étaient mises sur la table. Elles étaient mises sur la table, y compris sur la méthode, sur les ordonnances. Maintenant, quand on a fait un sondage avec Harris Interactive la semaine passée en partenariat avec RMC sur Atlantico, et qui montrait qu'il y avait quand même 58% des Français qui n'étaient pas en faveur de ces mesures-là. Et surtout, c'est pas tellement qu'ils les rejettent terriblement, parce que quand on leur demande dans le détail, il n'y a pas vraiment de mesures qui les hérissent à part... si ce n'est les indemnités prud'homales. Exactement. Mais c'est pas non plus un sujet majeur comme il y a eu une crise en 1995. En revanche, je pense qu'il y a quelque chose qui est pareil, problématique pour le gouvernement par rapport au pari politique qui a été fait par Emmanuel Macron, c'est qu'il y a 69% des Français dans le sondage en question qui disaient qu'ils ne croient pas une seconde que ça va permettre de créer des emplois dans le pays, et 62 ou 63 qui disaient qu'ils ne pensent pas que ça va avoir un impact sur la croissance. Oui, si ce n'est Emmanuel Macron lui dit lui-même. Ils sont pas vraiment opposés. Et Édouard Philippe dit, mais c'est pas la réforme du Code du travail qui va créer des emplois, c'est ce qui va suivre derrière. Et à mon avis, le vrai point qui peut être d'ailleurs un peu cristallisant, c'est la réforme de la... avait dit que si c'était un moyen de lutter contre le chômage de masse. Il l'a dit pendant l'été. Ça va pas créer vraiment des emplois. Après, en revanche, la formation professionnelle, ça va être important. Et la réforme de l'assurance chômage, là, en plus, elle sera plus lisible pour l'opinion, parce qu'honnêtement, la réforme du Code du travail, il faut être quand même pointu. Faut regarder les choses de très près. À part ce qui vous intéresse, vous, si vous êtes en ce moment en conflit avec votre employeur, pour le reste, c'est quand même compliqué. Donc, en revanche, la réforme de l'assurance chômage, à mon avis, ça sera un vrai rendez-vous, plus difficile probablement pour le gouvernement. Et puis rendez-vous aussi sur l'annonce d'une réforme des retraites. Et là, on sait que régulièrement, ça a quand même agité des gouvernements de gauche comme de droite, Jean-Sébastien. Oui, bien sûr, mais d'autant que l'ambition d'Emmanuel Macron est quand même profonde, pour le coup, dans ce qu'il a affiché sur le système des retraites, en revenant sur le modèle tel qu'il existe depuis 1945. Mais on ne le dit pas suffisamment, c'est aussi ce qu'il compte faire sur l'assurance chômage. Et si on va vers un système beveridgien, puisque ce sont les mots qu'il a encore employés ce matin, un système à la britannique, on est très 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 éloigné du système d'indemnisation à la française, et pour le coup, ça pourrait être très brutal, dans la mesure où on resterait dans un contexte économique français où le chômage élevé. Oui. La transformation. Merci Jean-Sébastien Ferjou, merci Gilles Leclerc. Dans un instant, le flash de Béatrice Mouedine, puis la page culture avec les invités Jean-Louis Fournier et Nicolas Destiendorf. MMA Business Entreprise, exclusif. Avec la complémentaire santé collective MMA, les dépenses de santé des salariés et de leurs familles sont bien remboursées. Dans les conditions et limites du contrat. L'Opéra Comique présente Miranda, une création baroque sur des musiques sacrées et instrumentales de Henry Purcell. Inspirée de La Tempête de Shakespeare, Miranda est une réflexion contemporaine sur la mort d'un être cher et signe une nouvelle collaboration entre la metteuse en scène Cathy Mitchell et le chef d'orchestre Raphaël Pichon à la tête de l'ensemble Pygmalion.
Miranda, l'événement lyrique de la rentrée du 25 septembre au 5 octobre à Paris, à l'Opéra Comique. Réservation sur opéra-comique.com. Après le succès des précédentes éditions, Radio Classique vous donne rendez-vous pour une nouvelle thalasso musicale au Terme Marin de Saint-Malo. Au programme, les meilleurs soins de thalassothérapie et des concerts d'exception en compagnie d'Ève Ruggieri. La thalasso musicale Radio Classique au Terme Marin de Saint-Malo, un séjour inoubliable du 3 au 8 décembre prochain. Réservez dès maintenant au 02 99 40 75 00 sur thalassothérapie.com ou radioclassique.fr. La Bretagne, une histoire multimillénaire, des paysages côtiers à couper le souffle, mais surtout des festivals de musique classique pour tous les goûts. Ne manquez pas le Festival classique à Rostrenain, le Festival international de musique classique de Dinard, les Semaines musicales de Quimper, musique sur Douarnenez, les musicales de Quiberon et le Festival de l'Envélec et du Trégor. C'est en ce moment en Bretagne. Détails des festivals sur classique-bretagne.com. Nous entrons à présent dans l'enceinte de ce monument, rénové en 1995. Non, chut, pas de photos s'il vous plaît. Respectez le sommeil de notre patrimoine. Un patrimoine qui dort, c'est absurde. Réveillez le vôtre avec l'UFF. Le 16 septembre, c'est la journée de votre patrimoine. Pour bénéficier d'une consultation offerte avec l'un de nos conseillers, inscrivez-vous sur réveillezvotrepatrimoine.fr. Tout juste 19h30 sur Radio Classique et on retrouve Béatrice Mouedine pour l'essentiel de l'actualité. Une alerte rouge sur les Antilles françaises. L'ouragan Irma est passé à 5 sur une échelle de 5 en termes de puissance, avec des vents pouvant atteindre 280 km/h. Des mesures de protection des populations ont été prises en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. L'enquête sur la disparition de Maëlys, des perquisitions ont été effectuées aujourd'hui au lieu de résidence du suspect, au domicile des parents de l'homme de 34 ans mis en examen dans ce dossier. Il affirme être innocent. La petite fille de 9 ans est quant à elle toujours introuvable. Medjid El-Guerrab a démissionné du parti La République En Marche après son altercation avec un cadre du PS qui a dû être hospitalisé. Le député des Français de l'étranger est mis en examen pour violence volontaire avec arme. Il est accusé d'avoir frappé Boris Faure avec un casque. Plusieurs voix se sont élevées dans son propre camp pour lui demander de démissionner aussi de son mandat de député. Et puis à part les Antilles, bien sûr, la météo pour la métropole. Beaucoup plus calme, le temps sera ensoleillé près de la Méditerranée avec du vent. Ailleurs, la journée débutera sous un ciel souvent très nuageux, avec un peu de pluie ou de la bruine des Pyrénées au nord-est et à Rhône-Alpes. Au fil des heures, ça va s'améliorer. Demain matin, il fera de 11 à 18 degrés en moyenne, jusqu'à 21 près de la Méditerranée. L'après-midi, les maximales atteindront 18 à 25 degrés sur la plupart des régions du nord au sud, jusqu'à 25 à 30 dans le sud-est et en Corse. Merci beaucoup Béatrice Mouedine. Dans un instant, mes invités culture, Jean-Louis Fournier et Nicolas Zessiendorf, puis Elodie Fondacci et Francis Drezel. Radio Classique et la Fondation Orange présentent les grands concerts en direct. Vendredi à 20h30, Radio Classique vous propose un concert en direct de la Philharmonie de Paris. Au programme, Purcell et Malheur, interprétés par le chœur et l'orchestre de Paris sous la direction de Daniel Harding. L'émotion des concerts en direct, c'est sur Radio Classique. La mezzo-soprano Kate Lindsay et le pianiste Baptiste Trottignon donneront un concert exceptionnel au Bouffe du Nord le dimanche 17 septembre à 17h. Un dimanche à New York au fil des songs de Kurt Weill, Thousands of Miles par Kate Lindsay et Baptiste Trottignon, un album alpha à écouter quand vous voulez et un spectacle à ne pas manquer le 17 septembre à Paris, au Bouffe du Nord. Steinway & Sons, facteur de piano d'exception, vous invite à des événements exclusifs dans son nouveau showroom à Paris. Découvrez les mercredis Steinway. Une occasion unique de découvrir les secrets d'une marque de légende et de vivre l'expérience musicale Steinway & Sons. Rendez-vous au mercredi Steinway à Paris, 230 boulevard Saint-Germain, dans le 7e arrondissement. Retrouvez le programme des mercredis Steinway et inscrivez-vous sur steinway.fr. Steinway & Sons, l'excellence depuis 1853. Radio Classique, les invités culture de Patrick Poivre d'Arvor. Alors, ces invités sont nombreux comme chaque jour dans la page culture. Une nouveauté quand même
Francis Drezel. Francis Drezel, enfin, une nouveauté de la semaine. Tous les mardis, comme d'habitude. Bonsoir Patrick, bonsoir à Mais tous. ce qui n'est pas nouveau avec vous, c'est que la grosseur du coffret que vous trimballez. Pour cette année, ça va peut-être être nouveau parce que je pense qu'il y aura moins de coffrets monumentaux que dans les années précédentes. Et là, c'est un peu l'aboutissement d'ailleurs de la collection piano de Sony qui avait déjà sorti des coffrets considérables sur Glenn Gould, sur Vladimir Horowitz. Puis après ça, des coffrets un petit peu plus petits. Je désespérais, moi, de voir enfin une belle édition Rudolf Serkin. Bien, la voilà, en 75 CD, c'est bien. Donc ça valait le coup d'attendre. Et ça coûte pas trop cher, au passage, en gros. Par rapport à la qualité, c'est négligeable. Ah bah bien sûr, j'entends bien. Mais enfin, quand même 75 CD, ça fait... Non, en fait, toutes ces éditions sont pas très chères. Ça vient généralement à 2-3 euros le CD. Ah, d'accord, très bien. Élodie Fondacci, vous nous parlerez d'un livre que vous avez beaucoup aimé, comme moi d'ailleurs. Ah, eh bien, ça ne m'étonne pas. Un certain monsieur Picchielni, une sorte d'enquête littéraire autour de Romain Gary. C'est un roman de François-Henri Désérable et c'est effectivement, ça m'a beaucoup plu. Et Nicolas Destiendorf viendra nous parler de La gloire des maudits. C'est un roman, mais sur une période que vous affectionnez particulièrement, autour de la libération, de l'épuration et de quelques maudits qui ont beaucoup traîné dans ces périodes-là. Et puis de ceux qui se sont arrogés, évidemment, des tas de victoires et de batailles. Jean-Louis Fournier, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez des nouvelles de Fournier ? On entend moins parler de vous. Peut-être qu'il est mort, répond l'autre. On le saurait. Et réponse, pas sûr. Voilà. Et ça, c'est le début de votre livre. Hein. C'est pour ça que je me permets. Et le livre s'appelle Mon autopsie. Et alors, c'est une vraie autopsie. Hein. Ça pourrait être mon autobiographie. Bon, c'est un peu votre autobiographie en grande partie, mais à la scie égoïne. Ah oui, je me suis renseigné sur le nom des instruments qui dissèquent. Et tout est juste. Donc il n'y a pas que des scalpels, il y a vraiment votre fameuse égoïne là. Il y a des choses très compliquées. Il y a une pince costodome pour ouvrir la cage thoracique. Je sais tout ça très bien. Ayant donné mon corps à la science, je voulais rester un peu scientifique et rigoureux. Donc je voulais pas que ce soit n'importe quoi. J'ai donné mon corps à la science et donc je me fais dépecer, dépioter, ouvrir. C'est ce qui va vous arriver, hein ? C'est vraisemblable. C'est ce que vous avez annoncé, en tout cas. Mais par une superbe étudiante en médecine. Ah, voilà. Qui s'appelle Égoïne. Et comme la scie du même nom. Et donc, je vais continuer, même mort, à essayer de séduire. Et quand on est vivant, plaire, c'est difficile. Mais quand on est mort, je peux vous dire que plaire, c'est encore beaucoup plus difficile. On n'a plus aucune arme, on ne peut plus faire rire, on ne peut plus toucher, on ne peut faire rien du tout. Mais enfin, j'arrive quand même un petit peu à l'émouvoir, je pense. Ah bah vous l'émouvez, c'est incontestable, hein, vous l'émouvez, ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'elle est un peu émue. Oui, enfin, et le lecteur aussi. Le lecteur est saisi évidemment de tremblements nerveux parce que vous êtes drôle, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être drôle, y compris dans ces circonstances. Il faut imaginer quand même Jean-Louis. Au contraire, dans ces circonstances, j'ai envie de dire. Plus que. Oui, ouais. parce que. C'est une forme d'élégance. Dans les endroits où il n'y a pas de quoi rire, c'est là où on a envie de rire. Ouais. Et là, c'est d'ailleurs dans ce livre que vous rapprochez le plus de l'homme pour lequel vous avez écrit tant de textes dans le passé, à savoir Pierre Desproges. Il y a beaucoup de Desproges dans ce livre. Je crois que Desproges, c'est une aventure qui l'aurait intéressé, ce genre de choses. Puis, en plus, si vous voulez, il y a autre chose, c'est que je suis arrivé à un âge où je pourrais très bien, où des amis à moi écrivent leurs mémoires, et j'osais pas, moi, écrire mes mémoires, parce que je sais pas, je trouve ça un peu... Je suis pas Montaigne, je sais pas, ma pensée ne mérite peut-être pas. Des mémoires, ça me paraît quand même très, très pompeux. Les mémoires d'eux. Je trouvais que le biais d'une autopsie, c'était plus marrant. Puis en plus, si vous voulez, j'ai dans l'idée, quand on veut savoir ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un, on l'ouvre, et là j'ai pris les choses au pied de la lettre. J'ai voulu savoir ce qu'il y avait dans mon cœur, ce qu'il y avait de trucs. Et là, la Égoïne va savoir vraiment, parce que je peux pas leur raconter de blagues. Hein. L'autopsie, on peut raconter d'histoires. Donc, une forme de mémoire au forceps. Oui. On vous les sort de vous. À l'occasion de ça, je raconte un petit peu ma vie. Ah bah oui. J'ai fait parce que j'ai fait des choses intéressantes malgré tout. J'ai la télévision, un peu. Oui, j'ai une vie intéressante. J'ai eu l'hypo, je pense. Beaucoup. Et alors, à chaque fois,
que ce soit après la mort de votre femme, que ce soit pour parler du handicap de vos enfants, que ce soit là pour parler de votre propre mort, vous pouvez pas vous empêcher de ricaner ou de rire jaune ou d'ironiser. C'est peut-être la seule façon d'apprivoiser les choses terrifiantes, c'est que je pense que quand on dit il est courageux, il hérite ses malheurs, j'ai envie de dire s'il était courageux, il n'aurait pas besoin d'en rire, il les affronterait frontalement. Moi, je suis obligé de plaisanter sur tout ça, de prendre un chemin détourné. Sinon, je crois que ça me serait trop insupportable. Vous pensez que l'humour, c'est la politesse du désespoir ? Oh, bah oui. Oui, c'est un baroud d'honneur, cette espèce de truc pour essayer de garder la face. Mais en tout cas, j'ai pris un plaisir énorme à être mort. Ah ben nous aussi, je vais vous dire, tout en souhaitant que vous restiez longtemps pour nous en écrire d'autres, mais c'est formidable. Parce que j'imaginais un petit peu, tous les soirs en m'endormant, je me disais qu'est-ce que je pourrais faire pour séduire la vivante, le mort. Alors, je vais lire un peu, si vous me permettez, la fin. D'habitude, on ne raconte pas la fin, mais sauf que la fin, c'est la fin. Par nature, c'est la fin. Mais il y aura quand même une chute après. Donc ça commence par « On va m'enterrer ». Sylvie doit m'attendre dans notre résidence secondaire au Père-Lachaise, sur laquelle j'ai fait graver « Finalement, nous ne regretterons pas d'être venus », etc., etc. Et puis vous dites « J'ai toujours eu la hantise de jouer devant une salle vide. Ce jour-là, j'aimerais partir sous les tonnerres d'applaudissements. Il n'y aura pas de rappel. » Et là, on se dit « Ah, c'est terminé, mais on tourne la page quand même. » Et là, il ajoute un PS. De toute façon, je m'en fous. Demain, c'est Pâques et je ressuscite. Ça, c'est bien du Fournier, du Jean-Louis Fournier. Essayer de rire de l'insupportable, je crois que... Enfin, l'insupportable, pas exagérer non plus. Si, quand même, la fin, c'est pas ce qu'on adore, non ? C'est pas guégué, mais... En tout cas, je vous dis, encore une fois, c'est amusant de jouer aux morts. Parce que quand on est mort, ce sera plus dur de jouer au vivant. Surtout un mort qui continue à séduire. Mon autopsie de Jean-Louis Fournier, publié chez Stock. Et pendant ce temps, donc je le disais, Nicolas Destiendorf évoque la gloire des maudits chez Albin Michel. C'est un livre puissant, d'abord un livre qui fait près de 500 pages et qui est très impressionnant et qui vient derrière les fidélités successives. Vous racontiez déjà toute cette période de gris sous l'occupation. Là, évidemment, quand on pense à vous, on pense toujours à votre patronyme. J'ai un pédigré très 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 marqué. Oui, quand même, Destiendorf, c'est un grand résistant. Mon grand-oncle, pionnier de la résistance, fusillé en 41. Voilà. Mais alors, effectivement, j'ai un pédigré de résistant et j'ai toujours été passionné par les collabos. Alors, on est toujours attiré parfois par le côté sombre et ça me passionne comment, effectivement, on a pu tomber du côté noir de la force, comment des esprits parfois très éclairés, très ouverts, très intelligents ont pu basculer et s'enfoncer, ce que j'avais fait dans mon précédent roman, Les fidélités successives sur l'occupation. Et là, j'ai voulu parler de l'après-guerre. C'est-à-dire que, voilà, la guerre est terminée, ils ont été en prison, en 53, on les libère tous. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment ils se réinsèrent dans la société? Quelle est leur trajectoire? Alors, j'ai romancé tout ça. Je me suis servi de personnages réels. J'aime bien faire du vrai avec du faux et du faux avec du vrai. Donc, on ne sait plus qui existe vraiment ou pas. Et pour recréer cette espèce d'atmosphère de grisaille, vous avez dit à l'instant, de gens qui en fait, qui sont obligés de se réinventer des vies, de mentir constamment. Et en fait, leur mensonge devient une réalité. Ils vivent dans des réalités parallèles, au vu et au su de tous. Il y avait une espèce d'impunité à cette époque-là, inimaginable, en fait, 20 ans plus tard. Vous les excusez ou vous voulez les comprendre? Ça, moi, mon principe, comme sinon, si je puis dire, c'est comprendre et pas juger. J'ai aucun jugement moral. D'abord, il y a toujours cette... Même quand on s'appelle Destiendorf. Ah oui, mais de toute façon, le problème, c'est souvent, c'est qu'on juge le passé avec les critères du présent et ça brouille tout. Il faut se remettre dans le contexte, voir comment ces gens respiraient, comment ils pensaient, quel était leur cheminement. Et c'est très intéressant de rentrer dans la psyché et dans un cadre romanesque, un peu de roman feuilleton, qui est une des références que j'aime beaucoup. Et ça m'amusait de faire une sorte d'Eugène Sue ou de Léo Mallet avec ces personnages-là qui sont chargés d'histoire et de... Parce que c'est vrai qu'on l'a un peu oublié. Passer l'épuration, passer les exécutions sommaires parfois, après il y a eu la réinsertion et plus tellement de débats sur ça. Il fallait se reconstruire. Ouais. On n'était pas encore à une époque de repentance où effectivement il fallait absolument relancer la société, relancer les milieux artistiques, les milieux culturels, et ça m'amusait de mettre en scène un tel
tel critique gastronomique qui en fait était un des proscrits de l'épuration qui était engagé au Monde. En fait, j'ai changé le nom, mais c'était Robert Courtine. Ou certaines entreprises de cosmétiques dont j'ai changé les noms, qui ont servi de grandes lessiveuses pour réinsérer pas mal de collaborateurs dans la société, comme a fait L'Oréal pendant quand même avec Eugène Fuller et avec Jacques Corrèze, qui était un cagoulard, qui était dans la LVF et qui est l'homme qui a, par exemple, lancé L'Oréal aux États-Unis. Ou Monsieur Jean Filiol, qui lui aussi était cagoulard et qui lui a développé L'Oréal en Espagne. C'est des gens qui avaient souvent du sang sur les mains, mais ça passait parce qu'il fallait aller de l'avant et il y avait une forme d'impunité, il y avait une forme de grisaille justement. Les gens, on n'avait pas le temps d'avoir un regard moral là-dessus. Il fallait avancer, il fallait que l'histoire évolue et le général de Gaulle lui avait dit allez, on avance, on ne se bat pas la coulpe. Et c'est dans les années 70, à partir des travaux de Robert Paxton surtout, qu'on a commencé à sur Vichy, qu'on a commencé à gratter là-dessus pour essayer un peu de gratter là où ça dérangeait, là où ça démangeait. Mais qu'on est allé chercher des Touviers et autres. Voilà, on est allé chercher parce qu'on avait laissé en paix. Et la plupart des gros poissons, si je puis dire, soit s'en étaient tirés avec une totale impunité, comme par exemple Eugène Fuller, le patron de L'Oréal, qui était mouillé de tous les côtés, mais on avait besoin de la fortune de tous ces gens-là pour reconstruire la France. C'est comme tous les industriels qui ont construit le mur de l'Atlantique. Voilà, les gens du béton, c'est un univers qui n'a pas du tout été épuré, alors que les écrivains ont souffert beaucoup plus durement, si je puis dire, de l'épuration. Voilà, La gloire des maudits de Nicolas Destiendorf, publié chez Albin Michel. Dans un instant, Elodie Fondacci. Au cœur de Paris, D'Or et d'Argent s'occupe de toutes vos transactions d'or et métaux précieux. Lingots, pièces cotées, bijoux anciens ou modernes, diamants, montres, mais aussi métaux précieux industriels, débris d'or et platine. D'Or et d'Argent est à votre disposition pour une expertise gratuite du lundi au vendredi. Et pour toujours mieux vous servir, D'Or et d'Argent rachète désormais l'argent sous toutes ses formes. Pour négocier dans les meilleures conditions et avec discrétion, D'Or et d'Argent, 89 avenue Raymond Poincaré, Paris 16e, métro Victor Hugo. 01 45 01 79 24 et sur doretdargent.com. Cabinet Arc présente des histoires presque drôles. Bien sûr que je vous comprends, monsieur Martin, mais comprenez-moi vous aussi. Si je ne vous paye pas, c'est que je ne peux pas. J'ai un bilan à produire, puis j'ai des actionnaires. Je veux qu'ils soient contents, mes actionnaires, vous comprenez ? Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2016, le cabinet Arc a réalisé 490 millions d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-arc.com et au 01 46 03 07 07. 01 46 03 07 07. Un tapis, c'est une œuvre d'art. Son entretien demande un véritable savoir-faire. Depuis 3 générations, les maîtres restaurateurs de la clinique du tapis réparent vos tapis, même très usés, et leur redonnent éclat et couleur avec des pigments naturels. Un savoir-faire traditionnel à découvrir dans nos ateliers à Paris. La clinique du tapis vous propose également un service de nettoyage haut de gamme, à la main. La clinique du tapis, et votre tapis reprend vie. À Paris 7e, 25 rue Bellechasse et Paris 16e, 75 rue Michel-Ange. Et sur cliniquedutapis.fr. Devis gratuit. Vous souhaitez vendre des objets d'art et vous ignorez leur valeur. Avez-vous pensé aux enchères ? Agut, première maison de vente indépendante, expertise et vend pour vous aux plus grands collectionneurs internationaux. Bijoux, montres, voitures de collection, mobilier. Demandez une expertise gratuite et confidentielle en appelant Agut au 01 47 45 55 55. Radio Classique. Donc nous retrouvons Elodie Fondacci pour ce livre qui vous a beaucoup plu, qui s'appelle Un certain monsieur Pichelny. C'est un roman de François-Henri Désérable chez Gallimard et il vient de rentrer, d'intégrer la première liste du Goncourt. Ah oui, et on lui souhaite le meilleur évidemment. Alors ça commence en fait un jour par une série de hasards. Le narrateur, qui est donc l'écrivain François-Henri Désérable, se retrouve à Vilnius, donc en Lituanie. Et là, au détour d'une rue, il tombe sur un petit écriteau où il y a marqué « Ici, rue Grand Poulenc, entre 1917 et 1923, a vécu l'écrivain Romain Gary ». Et là, il s'arrête, il est littéralement stupéfait. C'est comme un éblouissement, une phrase lui revient en mémoire. Et cette phrase, c'est « Au numéro 16 de la rue Grand Poulenc à Vilno, habitait un certain monsieur Pichelny ». Alors, il ne sait pas encore que tout ce qui est écrit sur la plaque n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a déjà des confusions de dates, mais peu importe. Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Alors, cette phrase, Romain Gary, donc, l'a écrite dans La promesse de l'aube, qui est
le livre préféré de cet écrivain désérable, le livre qu'il a lu 100 fois, le livre qu'il a lu à 17 ans, qui est peut-être le départ de sa vocation d'écrivain. Enfin, il le connaît absolument par cœur. Et je ne sais pas si, comme lui, vous avez lu et adoré La promesse de l'aube. Évidemment que oui. Eh bien, dans ce roman autobiographique, Romain Gary raconte comment sa mère voyait dans son petit garçon, dès son plus jeune âge, un génie. Donc elle pensait, depuis qu'il a 3, 4, 5 ans, qu'il aurait un destin, qu'il serait prix Nobel, écrivain, Victor Hugo, tout du moins. Et donc elle va le dire à ses voisins de palier, en leur disant, mais mon fils est extraordinaire, etc. Bon, évidemment, tout le monde la regarde avec un certain étonnement, on va dire, voire un peu de commisération, sauf un qui s'appelle un certain monsieur Picchialni, et qui est un homme extrêmement effacé, une petite souris grise, dit Gary, un homme discret, qui est un peu impressionnable sans doute, et qui lui, pour le coup, se dit, mais et si c'était vrai, et si ce petit garçon avait vraiment un destin, s'il devenait célèbre, et donc il l'aime bien, il l'invite à goûter, et puis un jour devant un bol de chocolat chaud, il lui fait cette requête insensée, il lui dit, si tu rencontres un jour des grands hommes, est-ce que tu peux leur dire, au numéro 16 de la rue Grand Poyolanka à Villeneuve, habitait un certain monsieur Picchialni. Et il l'a fait, Romain Gary, et puis pas à n'importe qui. Hein. Voilà, et aussi étonnant que cela puisse paraître, aussi fou que ça puisse paraître, effectivement, Gary tient cette promesse, et il raconte, toujours dans La promesse de l'aube, comment il a dit cette phrase au général de Gaulle, à la reine d'Angleterre, sur les tribunes de l'ONU. Il dit cette phrase, alors évidemment, il suscite un petit peu... Quelques regards interloqués. Voilà. Hein. Et alors cette promesse, qui au départ peut paraître un petit peu risible, qui peut prêter à sourire, parce que c'est vraiment, l'ambition d'un petit homme de rien, va prendre évidemment un caractère particulier, parce que le destin de monsieur Picchialni, comme tant d'autres juifs de Vilnius, c'est d'avoir fini dans un four crématoire et d'être parti en fumée dans les plaines grises de la Pologne. Et donc quand Gary va prononcer cette phrase tout au long de sa vie, ça va être beaucoup plus qu'un sourire, ça va être un devoir de mémoire et un hommage à tous ces hommes. Et qui était cet homme, ce monsieur Picchialni? Alors voilà, c'est la question que se pose cet écrivain désérable, en se disant, mais qui est-il, ce personnage de papier? Est-ce qu'il n'est que papier? Et donc il se lance dans une espèce d'enquête, et ce roman va entrelacer donc cette enquête à trous, forcément, on n'en sait rien de ce garçon, la biographie formidablement romanesque de Gary, qui est parfois romancée, aussi, parce qu'il aimait bien mentir. Alors voilà, faire du faux avec du vrai, vous le disiez tout à l'heure, et du vrai avec du faux, c'était sa spécialité. Et puis aussi la mise en scène de cet écrivain qui est en train d'écrire ce roman. Et tout ceci fait un livre absolument formidable. Alors au début, je me suis dit, oh là là, est-ce que c'est pas un livre où l'écrivain se regarde un peu écrire? Et finalement, non, son style est extrêmement brillant, et ça gagne en finesse, je trouve, tout au long des pages, et c'est superbement écrit. Voilà. Soit Henri Désérable, c'est chez Gallimard. Dans un instant, Francis Drezel. Patrick Poivre d'Arvor sur Radio Classique. Et donc nous allons parler, Francis, de Rudolf Serkin, qui est mort en 1991, donc il y a un peu plus d'un quart de siècle. Ange du piano au visage de savant, disait-on de lui. Et on va écouter évidemment l'une de ses romances sans parole de Félix Mendelssohn, La fileuse. Fileuse qui va vite, hein. Elle file. Mais assez curieusement, en fait, c'était un de ses bis préférés, mais il ne jouait que 2 des romances sans parole de Mendelssohn, parce qu'une des caractéristiques de Rudolf Serkin, c'est que plutôt que d'avoir un répertoire extrêmement large, il préférait approfondir l'approche de chaque œuvre. Et par exemple, Beethoven, qui était son dieu et qui doit faire à peu près la moitié de ce coffret de 75 CD, eh bien, on retrouve les mêmes œuvres plusieurs fois, à plusieurs dates, avec effectivement des approches différentes. Mais par exemple, un pianiste aujourd'hui de la célébrité, de l'autorité de Rudolf Serkin aurait déjà enregistré 2 ou 3 fois l'intégrale des 32 sonates pour piano de Beethoven, alors que lui, durant toute sa vie, n'en aura enregistré que 17. Et encore, à sa mort, on s'est rendu compte qu'il y en avait 3 ou 4 qui étaient restés inédites sur les 17. Et alors, personnage majeur, par exemple, Horowitz, dont on parle souvent ici, quand on lui a demandé quel pianiste aurait-il aimé être, il a répondu Serkin. Oui, ce qui est assez drôle d'ailleurs, cette réponse sans hésitation, parce que, il y a une ressemblance entre eux, c'est que tous les deux venaient d'Europe. Horowitz venait de Russie, Serkin venait, comme Mahler, d'une petite bourgade de Bohême, était de nationalité autrichienne, mais avait aussi des ascendances russes. Et en fait, ils étaient exactement de la même génération, surtout puisqu'à 1 ou 2 ans près, leurs dates correspondent. Serkin est né en 1903, il est mort, comme vous le rappeliez, en 91. Et il n'y avait pas plus dissemblable, en fait, comme jeu pianistique, parce que Horowitz aimait les excès, aimait la virtuosité avant tout, et Serkin pas du tout. Il rejetait à la fois la sentimentalité excessive et la virtuosité
tonalité qui l'intéressait pas du tout. Et le répertoire était complètement différent aussi, parce que Horowitz, c'était Chopin, Liszt, les pièces virtuoses de Schumann. Serkin, c'était vraiment le grand roman. Oui, les grands romantiques allemands, Beethoven, Schubert. C'est un des premiers grands pianistes à avoir compris toute la profondeur des grandes sonates de Schubert, d'ailleurs, un peu à l'instar d'Arthur Schnabel. Schumann aussi, Brahms, bien sûr. On trouve, je crois, 4 fois le premier concerto, notamment avec des chefs différents. Et il va, comme beaucoup, aller aux États-Unis et il va, comme beaucoup, jouer avec des très grands chefs. Oui, mais de façon assez particulière, parce que ça vient d'une rencontre qu'il a faite en 1920 d'Adolf Busch, ce grand violoniste allemand qui faisait partie de toute une fratrie d'ailleurs de musiciens, puisqu'avec son frère, notamment violoncelliste Hermann Busch, il y avait le fameux Quatuor Busch. Il y avait un autre frère aussi qui était chef d'orchestre, Fritz Busch, sur lequel il y a des livres qui ont été publiés récemment. Et en fait, Adolf Busch n'était absolument pas obligé de quitter l'Allemagne, mais c'est lui qui a décidé, par opposition au nazisme, de le quitter. Et Rudolf Serkin, à chaque fois, va le suivre en fait dans ses exils, alors en Grande-Bretagne, en Suisse, et puis finalement aux États-Unis, où il s'établit dès 1939. Et je veux dire qu'il va y avoir une adoption réciproque très rapide en fait entre les États-Unis et Rudolf Serkin. Il va prendre la nationalité américaine dès 1939, et puis il va fonder un festival tout à fait extraordinaire à partir de tout début des années 50, le festival de Marlborough, dans une ferme, une ancienne ferme qui était dans le Vermont. Alors il y a plusieurs anecdotes d'ailleurs, parce qu'avec son fils qui est devenu pianiste aussi, qu'on a pu apprécier à Paris récemment, Peter Serkin. Alors ils ont d'abord pris une vache aussi parce que c'était quand même une ferme, puis comme la vache s'ennuyait, ils ont pris une deuxième vache. Enfin bon, il y a des tas de choses comme ça. Il y avait tout ce côté très poétique finalement chez Rudolf Serkin, qui a fondé ce festival où il pouvait inviter tous ses amis, parmi lesquels par exemple Baruch Casals, plus exactement, le grand violoncelliste. Et c'était, dernier détail, il concluait chaque édition du festival de Marlborough avec la fantaisie pour piano, chœur et orchestre de Beethoven, qui est cette fameuse esquisse de l'hymne à la joie, ce qui montre aussi en fait la foi dans la vie en fait qu'avait Rudolf Serkin. Et vous allez conclure. Enfin, on va vous retrouver quand même tout à l'heure pour en parler encore. Jusqu'à minuit, tel que je vous connais, on va beaucoup parler de Rudolf Serkin ce soir sur Radio Classique. Merci beaucoup Francis Drezel. Donc c'est la fin de ce 19h-20h réalisé par Bertrand Dorigny avec la complicité de Marilène Mille et de Philippe Gau. Dans un instant, Florence Belkacem qui recevra Tony Estanguet, et à 20h, Laure Maison pour le journal du classique. Très bonne soirée à tous sur Radio Classique. Radio Classique. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. François, vous êtes à Brest. Oui, je suis en pleine tempête devant un restaurant totalement dévasté.